Et je vais terminer, parce que quand même le temps passe et je me trouve extrêmement patient, je vais terminer par les faits, je vous dis, là où on ne les attend pas, quand les faits libèrent les nations. Deux exemples, pour finir. On parle à fait, bien sûr, par elle-même, mais le récit féerique, le récit mythique, le récit qui donne à la fée, aux déesses, aux divinités, un rôle extraordinaire. Eh bien, vous avez deux exemples frappants. Le premier, c'est la Finlande. La Finlande qui a été malmenée, qui a été déchirée, qui a été sous la coupe de bien des nations, va se constituer une identité autour d'un recueil qui est comme le Barzaz-Breizh en Bretagne, qui est comme les contes d'Ossian de Macpherson, peut-être vrai, peut-être faux et sans doute partie des deux. Mais ce qui est vrai, c'est le résultat. Et l'identité nationale en Finlande se constitue autour de ce Kalevala, rédigé, mis en forme, collecté, je vous laisse libre du choix du terme, par Elias Lönnrot en 1835, et autour duquel va se cristalliser l'idée que les Finnois se font de ce que pourrait être leur culture et leur pays. Et c'est toujours autour du Kalevala que se porte le mouvement nationaliste qui va, en 1918 seulement, obtenir que la Finlande soit enfin séparée de la Russie et devienne un État en part entière. Bon, je suis d'accord, la révolution de 1917 a dû aider aussi. Mais le mouvement était quand même enclenché. Et toute la culture de la moitié du 19e siècle, pratiquement jusqu'à aujourd'hui de la Finlande, porte l'empreinte du Kalevala. La peinture, la littérature, la musique, bon, je ne citerai que Sibelius bien sûr, Kullervo, l'esclave du Kalevala, mais une épopée magnifique et qui fait appel aux sorcières, à la magie, aux vieux contes, et qui crée un pays. Et le deuxième pays qui se fonde lui aussi sur les contes, les légendes, les déesses, les fées, les esprits des lieux, le collectage, c'est lequel? Il y a beaucoup de fées partout. Elles grouillent sous les tertres. C'est presque ça. J'aurais une lettre et vous êtes bonne. L'Irlande, bien sûr. Parce que le mouvement irlandais qui va aboutir en 1921 à l'État libre d'Irlande, il commence pratiquement un siècle avant et il commence là encore autour de l'histoire, autour des légendes, autour des mythes et autour des grandes épopées. Et les guerriers, et ce n'est pas par hasard si les guerriers qui libèrent l'Irlande, une partie de ces guerriers, on s'appelle les Fenians ou le Sinn Féin, on renvoie aux vieilles épopées de la mythologie irlandaise. Finn et ses Fenians sont à la fois les ancêtres des chevaliers de la table ronde et des fées qu'ils fréquentent, et sont aussi les ancêtres de la révolution irlandaise. Et ce n'est que justice d'ailleurs que dans cette révolution irlandaise, à côté des hommes valeureux et décidés au sacrifice qu'il y a eu, il y a aussi quelques femmes, parce qu'on est dans la vieille tradition de ces pays-là où on combat, quel que soit le sexe, on libère son pays. Et c'est vrai que l'indépendance irlandaise est portée sur la plus grande partie de ces dernières années. Les dernières années qui amènent à l'indépendance, c'est porté par un auteur absolument extraordinaire qui est William Butler Yeats, qui est, lui aussi, c'est un anglo-irish, d'origine un anglo-irlandais, qui prend des causes pour ce pays qu'il adore, qui est ami avec une noble dame qui s'appelle Lady Flora, qui collecte des contes, qui est liée aussi à la famille d'Oscar Wilde. N'oubliez pas que la famille d'Oscar Wilde était irlandais, que sa mère, Lady Wilde, collectait elle aussi des contes. Et ce sont des gens qui sont collecteurs et qui croient aussi aux faits. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait pénétrés de la perméabilité de ce monde-ci et de l'autre monde. Et s'il y a un pays où on peut y croire, c'est vrai que c'est en Irlande. Hein. C'est en Irlande, en Écosse aussi c'est pas mal, mais en Irlande c'est vraiment très très fort. Et Yeats va donc avoir toute cette richesse-là, toute cette connaissance-là, il va la mettre en forme, il va être le théoricien de la merveille, de la féerie, et il va aussi être le sénateur du premier Sénat libre d'Irlande. Et beaucoup de gens s'étonnent de dire que vient faire un poète au Sénat, au premier Sénat de l'État libre d'Irlande.
Et le journaliste, il s'appelle Oliver St. John Gogarty. Ceux qui sont allés à Dublin connaissent peut-être un pub à Tafelbar qui s'appelle... Bravo, bien. C'est très bien. Eh bien, Oliver St. John Gogarty répond que c'est justement Yeats et les héros de dit que Yeats et les héros de la Renaissance irlandaise avaient suscité les héros de 1916 et de 1920, nés du souvenir de Finn et de Courline, et il insiste en disant que sans Yeats, le poète, il n'y aurait pas eu d'État libre d'Irlande. Cet État s'est bâti d'abord sur un souvenir héroïque qui leur a permis de résister à tout et qui leur a fait franchir, l'une après l'autre, toutes les étapes, même les plus redoutables, comme celle, non pas de la guerre d'indépendance, mais de la guerre civile qui a suivi et qui a été bien pire, et qui est du niveau des grandes tragédies et des grands drames des épopées irlandaises. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Ken Loach, le vent dans les soleils. Je ne sais plus le titre exact, le vent souffle dans les saules, quelque chose comme ça, qui était... Je ne sais plus le titre français, c'est pour ça, oui. Je sais peut-être le vent se lève, mais je dis que dans la chanson, il y a aussi question de saule, quelque chose. Et vous avez une tragédie qui se passe en 1920, 21, 22, qui est exactement de la même teneur que les tragédies irlandaises de la mythologie. Donc vous voyez, et il ne restera plus, voilà, pour finir, qu'on ne peut pas terminer quand même sans quelques nouveautés. Je vous ai dit que je ne vous parlerai pas trop du XXe siècle, parce que c'est un sujet en soi, comment traiter en 3 lignes les super-héros Tolkien et Disney, c'est un peu difficile, donc ça pourra faire notre... C'est un bouchon que je lance, voilà, la prochaine fois. Mais on va quand même parler, puisque j'étais dans le domaine celtique, on va parler de la dernière grande invention écossaise en matière de féerie. Voilà. Quelle est la dernière fée qu'on invente, tout au début du XXe siècle? C'est un Écossais. Oui, je crois que j'ai entendu. Toute petite, celle-là. Assez agaçante. Oui, Clochette, Tinkerbell. Peter Pan, James Barrie, qui est écossais, et qui reprend. Et lui, il réunit à la fois la miniaturisation britannique de la fée, mais le caractère des fées anciennes. Amoureuse, jalouse, méchante, capable de se dévouer jusqu'à la mort. Et là, et c'est pour ça, je pense que cette fée fonctionne si bien, dans les personnages qu'on crée ou qu'on croit créer, je crois que ce qui fonctionne le mieux, c'est ceux qui ont distinctement dit, ou indirectement, ou implicitement présente, une forte assise mythique, une forte assise qui renvoie à ces structures qui sont les nôtres, qui sont universelles et que nous portons tous, mais que nous ne reconnaissons pas forcément. Je vous le disais au début, nous croyons tous aux fées, mais certaines ne le savent pas encore. Voilà, je vous remercie. Bravo. Eh bien, très grand merci à vous pour ce voyage passionnant à travers, j'ai envie de dire, notre patrimoine littéraire. Je pense que ça a évoqué en nous plein de choses que l'on connaît, auxquelles on pense et qu'on n'avait pas forcément toujours reliées ensemble. Je pense que oui, c'était ça qui m'intéressait, c'est de relier, de montrer que des choses qu'on croit surgissent tout d'un coup. Non, il y a des cheminements dans le temps, dans l'espace, dans nos esprits. Et des choses tout à fait surprenantes, parce que si je vous dis que par exemple, je vous parlais de James Barrie, de Peter Pan, mais James Barrie n'avait pas pu avoir d'enfant, donc avait adopté un jeune homme, et ce jeune homme était le neveu de Daphné du Maurier, qui elle-même est une romancière extraordinaire, très attachée au côté surnaturel et aux esprits, les langues du Devon dont elle était originaire. Vous voyez, tout ça est beaucoup plus riche encore qu'on ne pense. Alors peut-être y a-t-il des questions dans la salle? Je vais poser la première peut-être. Oui. Je me demandais quel était le lien, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais entre les parcs et les fées. Est-ce qu'il y a un lien entre les... Oui, très clair. C'est d'abord, je vous disais, les femmes du destin. Bon, simplement, la mythologie gréco-latine est beaucoup plus carrée, beaucoup plus arrêtée, beaucoup plus précise aussi que la mythologie celtique. En plus, on a beaucoup plus de documents, donc on sait très exactement les fonctions des parcs.
Mais il y a une chose, alors, il n'y a pas la répartition comme pour les parcs, les 3 âges, les 3 temps de la vie. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est très très frappant, c'est la quantité d'occurrences où les faits apparaissent par 3. Et vous avez de l'autre côté du monde, au moment où nos affaires s'écrivent, vous avez de l'autre côté du monde, vous avez les normes dans le 2109, qui ont à peu près la même fonction et qui vont aller aussi par 3. Vous voyez, la destinée se joue en 3 temps. Et les faits, vous voyez par exemple, une fée comme Morgane, on vous dit qu'elle a 9 sœurs, mais en fait elle a 3 fois une sœur qui se détriple. Morel, Moronoé, Morgane, Titen, Titon, Titonoïde, vous voyez, quand on dit leur nom, on se rend compte au bout du compte que c'est des graphies qui se sont dupliquées et qu'en fait il y a 3 fées. Et Morgane apparaît toujours avec 2 autres personnages, la fée Sibylle, la reine de Norgal ou d'autres. Et s'il y a une fée du destin dans le domaine arthurien, c'est quand même très spécifiquement Morgane, puisqu'on nous dit qu'elle est à la naissance du roi, elle interfère plus ou moins sérieusement dans sa vie, et qui vient le chercher quand il est mourant, c'est elle. Vous voyez, là vous avez une figure qui est effectivement très très proche, mais avec tellement d'espace, de temps, et avec un tel habillage médiéval et celtique et médiéval que effectivement, il faut un petit peu se pencher dessus pour retrouver. Mais l'usine a 2 sœurs aussi. Non, vous avez beaucoup de personnages. Vous voyez, les premières fées dont je vous parlais, elles sont 3 pour aller enchanter les peaux. Les gendarmes par 2, les fées par 3, c'est bien connu, hein. Est-ce que Marie, elle aurait quelque chose de féerique pour faire passer justement cette nouvelle figure Marie, la Vierge. Oui, est-ce qu'elle a quelque chose de féerique, elle, ou pas, dans l'histoire? Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu des gens faisant partie des nouveaux groupes de prière, des nouvelles spiritualités, venir à Compère, on leur racontait l'histoire de Viviane et ils disaient c'était la Vierge Marie, la Vierge qui enfante. De toute façon, toutes ces figures intermédiaires, que ce soit les saints ou la Vierge, jouent ce rôle. On a besoin, c'est ce que je disais au début, on a besoin d'intermédiaires. C'est assez dur de regarder Dieu ou le soleil en face. On a besoin de tout. Et d'ailleurs, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est le mois de mai. C'était le mois des fées, c'était le mois des esprits féminins, c'est devenu le mois de Marie. Il y a évidemment une partie au moins du sentiment et de l'idée et de l'analyse qu'on peut faire de ces personnages féminins intercesseurs qui rejaillit sur la Vierge Marie. Je sais que ça peut choquer, mais je le dis. Alors là, je voulais vous passer quelques images. Oui, peut-être que vous nous montrez de peinture de fée. Alors, oui. Alors là, vous voyez, quand je vous disais que la musique et la danse se jouent beaucoup, il y a toujours, je disais, c'est ça qui est d'ailleurs assez étonnant. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a ce mélange, je l'ai déjà évoqué à 2 reprises, de la technique, au moment où la technique est prête à servir une idée ou un mythe ou un thème. Et là, 19e siècle, le ballet, il y a l'éclairage au gaz, ça donne tout un tas de possibilités pour les jeux de scène, les machineries sont très travaillées, et intervient cette femme, Marie Taglioni, danseuse, qui est la première danseuse à danser longuement tout un ballet sur pointe. Et elle est extrêmement gracieuse, extrêmement légère, extrêmement fine. Et c'est le moment en même temps qu'elle, donc on lance le ballet classique, elle est la première à porter ce genre de costume qu'on appelle un tutu. Et elle est aussi la première à danser la sylphide, elle crée la sylphide, et ça sera la naissance de ce qu'on appelle le ballet blanc, qui est dans tous les ballets classiques le grand ballet féerique. Plus que les jeux comme La Belle au Bois dormant ou autres, qui sont des prétextes à virtuosité pour les danseurs de caractère. En fait, là, on est vraiment dans la féerie pure, et aujourd'hui encore, ça fonctionne assez bien quand on voit arriver tous ces personnages blancs, lumière bleutée, et le costume, ça c'est extraordinaire, le costume de la sylphide n'a jamais changé. Il est encore aujourd'hui comme il est représenté là. Bon, les pré-raphaélites, j'en ai mis, c'était plutôt pour le plaisir. Vous voyez, dans la sens des fées, sens des nymphes, sens des déesses. Là, évidemment, la fée d'entre les fées, Viviane, et ce Merlin très original, peut-être le plus fort que l'artiste ait représenté. Et une image beaucoup plus kitsch de Viviane, et chacun selon
Là aussi, image classique, ça c'est la fée dangereuse. Je n'ai pas évoqué ce problème-là. Au XIXe siècle, il y avait quand même, je vous parlais de l'attitude vis-à-vis de la sexualité, il y a le problème de l'attitude vis-à-vis de la féminité, vis-à-vis de la femme, qui est un être potentiellement dramatique. On peut bien dire, comment perd-on le paradis, hein, je vous le rappelle, c'est peut-être oublié, non, sûrement pas. Et vous avez quelques récits dans ce poème qui a un succès extraordinaire, qui s'appelle La Belle Dame sans merci, poème de Keats, ce poème qui meurt très jeune, donc, et cette Belle Dame sans merci qui est une espèce de fantôme. Ce n'est pas un vampire, mais enfin, elle aspire l'âme des chevaliers qui se perdent dans la forêt, et quand il la voit elle est d'abord pâle, fragile, tremblante, il l'aide, il la recueille, elle devient magnifique, merveilleuse, et bien, ils vont y laisser leur vie, leur âme. Mais là, vraiment, ils ne sont pas prisonniers dans l'autre monde comme avec les filles du Moyen-Âge, ils sont vraiment exsangues et hors de la vie. Là, à nouveau, on sent qu'il y a un problème avec la femme. Perceval s'accroche à son bréviaire, et la tentation rôde autour de lui. Et la tentation est fort jolie, il faut bien l'avouer. Voilà, encore les fées, la mort du roi Arthur, avec toutes les fées de l'île d'Avalon réunies autour de lui. Là, hommage à Shakespeare, Ariel, on n'a pas parlé d'Ariel, qui est un esprit masculin. Ariel qui fait l'esprit aérien qui fait pendant dans la tempête à Caliban, le terrien et le lourd. Ariel qui était emprisonné dans un arbre qui s'en échappe. La Dame du Lac, en train d'éduquer Jeanne Lancelot. Et la Dame du Lac encore, mais là on ne voit que la main, bien sûr, quand elle va remettre l'épée au roi Arthur. Alors voilà la littérature enfantine. Gustave Doré encore, Merlin et Viviane. Herbert Cole, un illustrateur de contes pour enfants. Le conte qui est représenté là est assez amusant, il s'appelle Sir Orfeo. Il se passe au Moyen-Âge, il raconte tout simplement l'histoire d'Orphée. C'est-à-dire que la reine Hérodias, les noms sont empruntés un peu ici et là, hein, la reine Hérodias s'endort à midi, alors méfiez-vous parce que vous pensez toujours à minuit comme une heure dangereuse, mais midi est aussi dangereux que minuit. D'ailleurs, pensez au démon de midi, qui n'est pas forcément le démon des messieurs d'un certain âge, qui est d'abord un démon qui agit à cette heure, vous savez, aux 2 heures charnières, hein, midi et minuit. Donc elle s'endort à midi, elle est enlevée, son mari ira la chercher. Là, alors, l'illustration des livres pour enfants et les pays nordiques, un illustrateur extraordinaire qui meurt à 35 ans dans un naufrage, qui s'appelle John Bauer. Là aussi, un gros travail à faire on le connaît bien sûr. John Bauer est une des sources avouées de l'art de Brian Froud, par exemple. Encore John Bauer. Là, de l'illustration pour enfants, théâtre, vraiment, là, on arrive à des choses très très simples. Là, il y a peu de recherche, c'est juste du charme, un grand charme. Voilà, là on arrive aux années 25 et 30, à un illustrateur américain, Dan Croyd. Femme illustratrice, alors beaucoup de femmes dans l'illustration du XIXe siècle. Il y a un courant pré-raphaélite aussi de peinture féminine, moins célèbre que les hommes, mais de très bonne facture, et parfois on pourrait s'y tromper. Dans les derniers pré-raphaélites, il y a des femmes, comme Émile de Morgan. Et donc, Florence Harrison, qui illustre de façon très très curieuse les œuvres de la sœur, le grand pré-raphaélite, le grand fondateur du premier mouvement pré-raphaélite, Gabriel Rossetti. Il avait une sœur qui était poète et qui écrivait des contes. Et Florence Harrison illustre les contes de Christina Rossetti. Et Christina Rossetti se retire de la vie artistique parce qu'elle se consacre à ses parents. Et donc Gabriel Rossetti perd la tête. Tout ça assez regrettable, assez triste quand on pense au talent de cette seule famille. Voilà, encore des rencontres de fées, de chevaliers. Mélusine, toujours Mélusine évidemment, puisque Mélusine va non seulement avoir sa grande période de gloire au Moyen-Âge, mais avoir des réécritures de Mélusine, mais le 19e siècle s'emparera à nouveau de Mélusine, et n'oubliez pas, le 20e siècle et le surréalisme vont faire de Mélusine un personnage phare. Et Rackham, parce que Rackham, on ne peut pas s'en lasser. Ondine, la personnalisation de la nature, vous voyez les arbres forment les passerelles entre les différentes formes, regardez-les, même les petits points de page,
les chenilles qui vont donner des papillons, ou des fées papillons, des petites fées papillons qui vont sortir des chenilles, on ne sait pas très bien. Merlin et Viviane, Merlin n'est pas vraiment gâté là, mais bon. Et à nouveau, beaucoup plus tard, Toffanier, l'illustrateur français, Merlin et Viviane. Là, malheureusement, Merlin n'est pas non plus très gâté. Voilà. Et Ossian, Yeats, dont je vous parlais, personnage irlandais, la Banshee, la ferme du destin, sous sa forme laide et sous sa forme ravissante. Et je vais terminer par une série d'images de Duncan, un de ces peintres écossais qui croyait aux fées, qui croyait vraiment aux fées, qui était ami de Yeats, qui a mené avec Andrew Lang en Écosse, avec un bienfaiteur qui a publié des livres colorés des fées, 12 livres colorés des fées, un à chaque Noël, qui a publié donc beaucoup de textes féeriques, et Duncan peignait et il entendait les fées chanter dans son atelier pendant qu'il peignait. Jusqu'au jour où Andrew Lang, qui pourtant publiait des livres, des recueils de contes de fées, lui a dit bon, bien sûr, mais peut-être qu'il ne faut pas trop le dire. L'âge précédent, il y a sur la Dame du Lac, là c'est les Fomorés, les personnages de la mythologie irlandaise, et là c'est les cavaliers du Cid, donc les beaux grands dieux dorés de l'Irlande, et rencontre de Merlin et de la Reine des Fées. Et je vous disais, je ne parlerai pas du XXe siècle, mais j'ai quand même attrapé quelques petites images. Voilà, ça c'est le début du siècle, Grasset, voilà, le travail dans le tissu, c'est les arts décoratifs. Hein. Les fées portent des costumes art déco. Ove Beardsley, meurt en 1923, une révolution dans le graphisme, mais lui aussi s'occupe des fées arthuriennes, vous voyez, comment Morgane donna un bouclier à Sir Tristan. Évidemment, disait Tolkien, on ne peut pas s'en passer. Et puis quelques-uns des personnels, des illustrateurs récents, je voulais donner un petit coup de bretonisme à la chose, en Pascal Noguerou. Et puis le cinéma qui a produit beaucoup de choses ces derniers temps, et qui continue, puisque après deux Blanche-Neige, on attend une Cendrillon, puis il y a une série télévisée américaine, Once Upon a Time, qui rebalance dans le monde d'aujourd'hui des situations qui sont celles des contes classiques. Et d'ailleurs, je profite de ce que je suis ici pour rendre hommage à une personne que quelques d'entre nous, on est deux au moins à bien connaître ici, qui est Terry Windling, qui est l'américaine Terry Windling, qui a fait depuis 30 ans, avec Delia Sherman, Hélène Kouchner, Jan Zalms, un travail incroyable de traduction, d'analyse, de publication aux États-Unis autour des contes du domaine français. Voilà, Stardust, qui était un beau film qui a pas eu le succès qu'il méritait. Willow, qui nous a tous, un jour ou l'autre, fait rentrer dans ce monde des fées qui se battent. Et oui, on ne contrôle pas toujours ces réincarnations, n'est-ce pas? Voilà, encore quelques fées. Donc là, Virginie Ropart, c'est une artiste bretonne aussi, qui fait des statues sur les personnages mythiques, qu'ils soient féeriques, vampiriques, redoutables ou aimables, ou les deux. Séverine Pinault, encore une artiste bretonne. Et là, j'ai mis cette image parce qu'on voit l'évolution, la mode des fées. Le château du C aurait inspiré effectivement les décors d'Abelard dormant. Sauf que quand il y a 20 ans ou 30 ans, vous visitiez UC, on ne mentionnait pas du tout ce genre de personnage sur la publicité. UC, c'était l'histoire, parce que accessoirement, vous disiez bien qu'il avait servi à la Belle au Bois dormant. Maintenant, sur les dépliants publicitaires, vous avez la méchante fée qui va s'empresser de semer dans le château un rouet pour envoyer la pauvre princesse Aurore dormir pendant quelques années. Et voilà, et là ce sera la dernière image. Ça se niche vraiment là où on ne l'entend pas. Je vous rappelle aussi toutes les publicités de Chanel, de publicités de voitures, même Bouygues s'y est mis. Je ne sais pas si vous avez vu la série de Bouygues, où les fées volaient avec des petites ailes et des champs kaki. C'était bien aussi. Donc voilà. Et pour vous faire voir l'histoire rapidement, et là c'est vraiment Jean-Philippe Lapé. Morgane au Moyen-Âge, la chambreuse image, elle fait voir à son frère le roi les images que Lancelot a peintes de ses amours avec Guenièvre. 19e siècle, on a changé. On a une enchanteresse redoutable, alors il y a des graphismes pictes sur sa jupe, une peau de panthère, ce n'est plus Morgane, c'est Médée. C'est vraiment les enchantements d'Orient. Donc l'image que je vous montrais tout à l'heure, une étape dans le graphisme, encore regardez la coiffure de Morgane. Hugo Pratt, les Celtiques,
encore une autre Morgane, plus grand chose à voir avec celle qui était tout à l'heure. Un masque du carnaval de Venise qui s'appelait La Fée Morgane, et Didier Graffet, sa représentation de La Fée Morgane dans ces deux volumes, dans les deux volumes qu'il avait publiés. Voilà, cette fois-ci c'est fini. Si vous avez d'autres questions, je serai là pour se parler aussi. Voilà. Voilà, je propose peut-être de vous inviter à prendre le verre de l'amitié et puis à poser vos questions en direct à Didier si vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le lundi 12 novembre, pour une lecture de Mourad Fermi, un Q84, par Marc Roger. Bonne soirée à tous. Merci.